Bonsoir à tous et à toutes. Au sommaire, à Kigali, en marge de l'investiture de Paul Kagame, le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, a échangé avec ses homologues sur les réformes de l'institution de Les travaux de construction ont été lancés ce samedi à travers la pose de la première pierre. L'infrastructure aura une capacité d'accueil de 700 places. Et puis, lancement à Farana de la première édition du Festival international de musique traditionnelle et de conte. Le ton est donné par un carnaval géant qui a traversé la ville. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, direction Kigali. Après l'investiture du président rwandais, une réunion s'est tenue sur les réformes de l'Union africaine. Le président en exercice de l'institution et son homologue rwandais ainsi que plusieurs membres de cette institution ont pris part à ces assises. Objectif, trouver des solutions pour permettre à l'Afrique de prendre réellement son destin en main. Compte rendu, Sanassi Keita. La réunion est axée sur les réformes de l'Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine et le chef de l'État rwandais en charge d'ailleurs des réformes de cette organisation panafricaine ont longuement discuté de plusieurs questions importantes, notamment le partenariat entre l'Union africaine et ses partenaires, les sanctions des États qui ne remplissent pas leurs obligations vis-à-vis de l'Union africaine, le quota accordé aux femmes, aux jeunes et au secteur privé dans le but de les impliquer justement dans la construction de l'Union africaine. D'abord, je dois vous féliciter du grand succès de l'événement d'hier, la mobilisation populaire du discours, la présidence d'un certain nombre de chefs d'État, ce qui démontre l'importance que l'Afrique apporte au Rwanda et à votre leadership. Évidemment, je préférais dire ça hier lors du dîner pour que le peuple rwandais prenne l'information de l'importance que l'Afrique apporte au Rwanda et à votre leadership. Malheureusement, à tout le moment, on n'a pas pu faire le discours au déjeuner. Et surtout, nous sommes reconnaissants vraiment de la force avec laquelle vous avez pris cette réforme de l'Union africaine, l'engagement total que vous avez fait qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Comme je l'ai dit ce matin au président Moussa Faki, il faut qu'on fasse tout pour mener les réformes jusqu'au bout. Évidemment, ce n'est pas facile. On a des licences internes et externes, mais c'est une nécessité pour nous. Si on veut que l'Afrique existe, qu'on croit d'une seule fois et qu'on ait nos problèmes pour mettre ces réformes à bout. Donc je remercie tous les cadres qui nous accompagnent, mais surtout que nous nous engageons tous à mener ces réformes au bout. Pour que les problèmes, parce que tous les problèmes qu'on a en Afrique sont dus à l'ingérence étrangère, si nous ne voulons pas notre dessin en main et résoudre les problèmes africains nous-mêmes, il faut qu'on mène ces réformes à bout. Donc je suis certain qu'avec vous, on va pouvoir mener ces réformes à bout. Il est important que nous continuions à parler d'une seule voix, comme nous l'avons fait à Genève. Il serait important que nous fassions la même chose à Paris, dans le cadre de l'UNESCO. Nous sommes organisés pour faire élire le candidat de l'Éthiopie. Il est extrêmement important qu'on s'organise aussi pour faire élire la candidate de l'Égypte, même si certains États africains ont des réserves sur l'Égypte en disant que l'Égypte ne se comporte pas toujours en pays africain. Mais nous avons l'obligation, à partir du moment où l'Union africaine a donné sa candidature, nous devons dépasser ces considérations et de soutenir comme on a fait pour le candidat de l'Égypte. Donc moi, je vous apporterai mon soutien total et tout ce que je peux faire pour vous aider que ces réformes réussissent, nous allons le faire. Professeur Alpha Condé compte sur le soutien indéfectible de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour effectivement gagner ce pari de réformes engagées afin que l'Afrique puisse prendre réellement son destin en main. Retour en Guinée, bientôt la réalisation de la mosquée centrale de la préfecture de Koya. Les travaux ont été lancés ce samedi à travers la pose de la première pierre de l'édifice. L'événement a connu une forte mobilisation des citoyens de la localité. Reportage Mangué Dantomassouma. Nous sommes ici sur l'axe routier km 36 Koya. Durant plusieurs années, les usagers ont vécu des moments de calvaire. Grâce à la volonté du gouvernement, c'est une autoroute 2 fois 2 voies qui vient soulager les citoyens. Sur cette route nationale numéro 1, la réalisation des ponts sur la rivière Kitema à Manéa et Kaka dans la commune rurale de Kouria facilite de nos jours la fluidité de la circulation à Koya. Dans cette ville, un autre geste fort du gouvernement vient combler les attentes des populations. C'est la pose de la première pierre de la mosquée centrale. Par la grâce de Dieu, la volonté du Monsieur le Président de la République et le soutien de son fils, Kerfala Kamara KPC,
nous allons reconstruire avec l'assistance de tous les ressortissants de Koya. C'est une nouvelle mosquée. Une nouvelle mosquée, donc c'est une joie immense. C'est un sentiment de réconfort et de joie. Parce qu'il s'agit de participer à un événement religieux. Un événement, la construction ou la reconstruction de la maison de Dieu. Dieu nous a gratifiés en nous donnant ce jour, en nous donnant l'opportunité de participer à la pose de la première pierre. Nous prierons qu'avec la santé, l'énergie et la vigueur que nous connaissons, nous voudrons qu'il nous donne aussi la chance de participer à l'inauguration. Un rêve longtemps caressé par les fils du terroir qui devient aujourd'hui une réalité. Les femmes de Koya se réjouissent à plus d'un titre pour la reconstruction de cette grande mosquée qui est la mosquée centrale de Koya. Vous avez vu l'enthousiasme qui est là. Toutes les femmes, je ne dis pas celles qui sont malades ou qui ont voyagé, sont aujourd'hui contentes pour la réalisation de cette mosquée-là. On a tant souhaité ça. Venus des contrées de Soumbouya et environnants, toutes les couches sociales ont apporté leur soutien pour la réussite des travaux de cette maison de Dieu. Selon les notables de Koya, la dernière reconstruction de cette mosquée date de 1968. La construction de cette maison de Dieu répond à la promesse faite par le président de la République aux populations de Koya. L'infrastructure est offerte par le PDG du groupe Guicopress à travers sa fondation pour l'humanitaire, une œuvre hautement appréciée par les bénéficiaires. Mangafode Touré, Lansana Bissiri Bangora. Avec cette première brique, la mosquée centrale de Koya va bientôt changer d'architecture. C'est une promesse présidentielle qui est en voie de concrétisation. Le PDG du groupe Guicopress, Kerfala Kamara KPC, s'est engagé à réaliser les travaux à travers sa fondation pour l'humanitaire. Dans quelques mois, l'édifice va ressembler à ceci. Un R+1 sur une superficie totale de 1172 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 700 fidèles. Depuis 1968, la mosquée centrale de Koya est à sa troisième reconstruction. Les Koyaka expriment leur gratitude profonde et réitèrent leur irréversible soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est aussi le moment et le lieu de remercier sincèrement et d'encourager vivement M. Kerfala Kamara KPC pour sa volonté ardente d'honorer la promesse de son Excellence, le professeur Alpha Condé, en mettant son entreprise de Guicopress sur le chantier en vue de réaliser le rêve sublime des populations de Koya. Cette action n'est que le début d'une série de bonnes intentions envisagées comme participation au développement effectif de la préfecture de Koya. Pour nous, travailleurs du groupe Guicopress en général et de la Fondation KPC pour l'humanitaire en particulier, au nom de M. Kerfala Kamara, nous prenons le présent événement comme une heureuse occasion et un devoir de mémoire à l'endroit de tous les musulmans de la Guinée et singulièrement ceux de la préfecture de Koya. La réalisation de cet édifice est une réponse concrète à la promesse faite par le président de la République aux sages de Koya lors de la campagne présidentielle 2015. Le professeur Alpha Condé est un homme d'action. C'est un homme qui tient à ses promesses. Alpha Condé a qu'à fort, a qu'à cœur. Donc tout ce qu'il dit, il le réalise. Ce qui est certain, cette mosquée, il l'a promis et elle sera réalisée à travers la fondation KPC et le plus rapidement possible. Le projet de construction et d'extension de la mosquée centrale de Koya vient ainsi s'ajouter à la longue liste des œuvres de bienfaisance de la fondation KPC pour l'humanitaire. L'infrastructure comportera également 12 boutiques et 10 cabines de toilettes. La réalisation de la mosquée centrale de Koya va combler les attentes des fidèles musulmans de la localité.
Et puis, la protection de l'environnement préoccupe les jeunes des 5 communes de la capitale. Ces jeunes apportent leur soutien au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de gestion des ressources environnementales. Par ailleurs, ils déclarent la guerre contre les auteurs de destruction de Dame Nature. Des explications de Moussa Komara et Moursi Dibi. L'écosystème de la ville de Conakry fait l'objet de multiples agressions dues à l'action de l'homme. Les cas de Kakimo, de Demoudoula et d'Anta sont les plus palpables. Face à l'ampleur de la dégradation de la Dame Nature, les jeunes des 5 communes de Conakry renforcent leurs capacités en matière de gouvernance environnementale locale. La présente formation porte sur l'implication de la communauté dans la gestion transparente de l'environnement. Après cette formation, ces jeunes vont mener des campagnes de sensibilisation afin d'aider le gouvernement dans la protection des sites écologiques du pays. Un engagement en faveur de la protection de l'environnement, la conservation des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, la lutte contre toutes les formes de pollution et également l'assainissement. Il est évident que pour réussir dans ces différents domaines, il faudrait mettre en place justement une politique de conciliation qui voudrait dire qu'il faudrait impliquer, qu'il faudrait faire participer l'ensemble des structures qui viennent avec des initiatives heureuses. Donc c'est en cela justement que le ministère de l'Environnement s'engage à appuyer, à soutenir et à assister toutes les initiatives des jeunes menant justement à la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement en Guinée. Selon les spécialistes, la Guinée devrait accentuer la lutte contre les pratiques qui dévastent les ressources environnementales en vue d'être un bon élève dans le respect des accords internationaux sur le climat. À Tombo, dans la commune de Kaloum, le curage des caniveaux fait des mécontents chez les citoyens riverains. Informé de la situation, le directeur de l'entretien routier s'est rendu sur les lieux pour sensibiliser sur le bien fondé de cette opération de curage. Explication Alcine Guissé. La construction de la boule jaune de Tombo avance. Un projet piloté par l'entreprise Zoli Décor et Guigep BTP. Récemment, une opération de curage des caniveaux aux alentours du chantier a été initiée par l'entreprise pour faciliter l'évacuation des eaux usées. Un fait mal apprécié des populations riveraines. Le bien fondé de couvrir ces caniveaux. Vous savez, pour qu'une action gouvernementale réussisse, il faut l'apport de tous les citoyens. Moi, j'ai pris l'initiative sur fonds propres de curer les caniveaux aux abords du site que j'ai aménagé à Tombo. Donc ces caniveaux sont curés et j'ai fait les dalettes pour les revêtir. Mais il se trouve malheureusement que la population riveraine s'est révoltée pour ça. C'est pourquoi j'ai fait recours au ministère des Travaux publics, comme c'est eux qui sont propriétaires des caniveaux. Aussitôt informé, le directeur national de l'entretien routier s'est rendu sur les lieux pour apaiser les tensions. Il faut que les gens comprennent que les caniveaux ont un rôle important à jouer dans la survie des routes. Les caniveaux sont comme ce qu'on appelle les reniflards. C'est par les caniveaux que la route respire. Lorsque les caniveaux sont propres, lorsque les pentes sont respectées dans les caniveaux, ça va donner longue vie à nos routes, ça va préserver ce qu'on appelle les investissements. J'invite la population de Tombo, particulièrement les riverains, à obéir à ce genre de projet, à encourager l'opérateur économique qui a pris sur ses propres fonds le curage de ces caniveaux, la couverture de ces dalles. Dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation sera initiée pour expliquer à la population de Tombo le bien fondé de cette opération de curage des caniveaux. Une manière de débrasser le quartier des ordures solides et liquides, source des maladies. Que fait-on du serment d'Hippocrate dans nos hôpitaux? La prise en charge sanitaire constitue de nos jours un véritable casse-tête pour les citoyens guinéens. Le dernier cas est illustratif. Une femme sans assistance serait dans un état critique au CMC de Ratouma. Les médecins, de leur côté, se disent aussi confrontés à un certain problème, dont la disponibilité des produits pour les soins médicaux. Aboubakar Gabi nous en dit plus. Au centre médical communal de Ratouma,
L'hospitalisation des patients qui n'ont ni assistance financière ni assistance sociale préoccupe les responsables. Cette dame grièvement blessée est un cas illustratif. Partagé entre la nécessité de sauver la vie à tout prix et le manque de moyens pour y parvenir, les médecins du CMC de Ratoma font de leur mieux en pareille situation. La femme est venue s'asseoir à la porte de l'hôpital. Elle est malade, elle a toute sa face enflée, c'est suite certainement à un accident. Donc après les soins, on l'a référé, les premiers soins, on l'a référé à Donka. Qu'est-ce qui s'est passé à Donka? Je ne sais pas. Ce matin, on la voit ici de nouveau. La face est totalement enflée, elle ne peut même pas ouvrir sa bouche. Elle a des blessures encore, elle a des traces de sutures. On a fait des sutures de plaie. Mais dans cette situation, dès qu'elle crache, c'est du pus qui sort. Nous l'avons récupérée, nous avons fait le premier pansement. Nous sommes en train de faire les injections, c'est-à-dire l'antibiotique, et on fait une radio pour investiguer de plus quelle est sa situation. Est-ce que c'est une fracture mandibulaire qu'elle a? Étant dans un état très critique, cette femme ne peut se prononcer sur la cause de son mal. Par contre, une radiographie lui a été faite afin de prendre les dispositions adéquates pour la sauver. Après l'évaluation de la dame, nous avons jugé nécessaire, parce que le plateau technique du CMC ne pouvait pas le gérer, on a jugé nécessaire de la référer au CHU. Donc, ce qui fut fait, elle est partie. À notre grande surprise, on est revenu, on l'a vu à la porte avec cet état. Et étant fait, on a jugé nécessaire de lui réadmettre au sein de l'hôpital, l'évaluer et faire ce qu'il faut. Confronté quotidiennement à ces situations très embarrassantes, le personnel du CMC de Ratoma a du mal à se tirer d'affaire. Médias et fiscalité, au terme de 2 jours de formation sur les notions de la fiscalité, les bénéficiaires se sont mis d'accord pour la mise en place d'un réseau. Le projet ambitionne de spécialiser un groupe de journalistes en vue de mieux sensibiliser les populations sur le civisme et l'équité fiscale. Reportage signé Gamo Kaba, Denise Milimono. Renforcer la place des médias dans l'administration fiscale guinéenne, une ambition qui se matérialise à travers la spécialisation des journalistes. Autre caractère innovant, la mise en place d'un réseau des journalistes spécialistes en économie. Leur mission, sensibiliser les populations sur les questions de fiscalité et mieux suivre le travail des gouvernants dans ce domaine. Les objectifs poursuivis étaient d'un côté renforcer les capacités des hommes des médias que nous sommes, de renforcer les capacités, de les outiller, de les amener à s'approprier les notions basiques, mais aussi le lexique usuel dû à l'administration fiscale, à la fiscalité d'abord, mais aussi à l'administration fiscale guinéenne. De l'autre côté, donc, étant outillés, et ces hommes de médias et ces professionnels de la communication peuvent donc désormais, au sortir de cette formation, être des canaux de relais de l'information fiscale. Nous décidons de travailler avec vous parce qu'on a remarqué aussi durant ce petit passage d'une année qu'il y a eu beaucoup de dérapages au niveau de la presse vis-à-vis de notre administration. Cela était dû à l'incompréhension. Il fallait lever le voile sur tous ces aspects et voilà pourquoi nous avons voulu tisser ce partenariat avec Wassoulou Communication pour que désormais tous les membres de la presse se considèrent comme étant les administrateurs fiscaux. Cette formation de 2 jours a permis aux participants de s'imprégner du mécanisme d'organisation et de fonctionnement de l'administration fiscale. Venus de différents organes de presse, ces journalistes ont appris des notions liées à la dépense fiscale pour les aider à traiter convenablement les sujets de ce domaine. Ce séminaire, à mon sens, vient à point nommé, puisque nous avons des réformes en matière de téléprocédure, en matière de télédéclaration, en matière de télépaiement. Nous avons aussi des réformes en cours en matière de la révision du Code général des impôts. Il y a beaucoup de textes qu'il faut revoir. Et tous ces travaux sont en chantier et il est important que la presse
soit informé de ces différentes réformes. Notre rôle, c'est peut-être d'avertir l'opérateur, le contribuable, attention, quand vous décidez d'ouvrir une entreprise, il faut vous conformer à la réglementation fiscale, parce qu'en ne le faisant pas, voilà le risque que vous encourez. Les organisateurs comptent poursuivre cet appui à la presse guinéenne. D'autres formations pointent à l'horizon. Elles vont porter sur le fonctionnement des douanes et des mines pour bien outiller les médias. Direction Kindia, la légumière, où s'est tenue une rencontre sur la relance des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage. À travers cette action, le ministère de l'élevage et des productions animales entend accompagner les opérateurs de ce secteur du monde rural. Moussa Bangora. Il se retrouve dans la région de Kindia pour la relance des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage. Ces acteurs et opérateurs du secteur se concertent sur une série de mesures pour l'accompagnement des membres des différentes filières dans leur structuration. Les résultats attendus, on doit voir, étudier et expliquer la loi 014 qui régit la formalisation des groupements d'éleveurs de la base au sommet, c'est-à-dire les groupements de base, les coopératives, les mutuelles, ensuite les unions sous-préfectorales, les unions préfectorales, les fédérations régionales et la confédération nationale. Fruit d'une volonté politique de libéralisation du secteur, l'élevage représente un maillon important dans la lutte pour la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi les groupements et coopératives de base saluent les initiatives du département des productions animales. C'est très important. Il faut que les éleveurs arrivent à comprendre, qu'ils s'organisent, qu'ils puissent prendre leurs problèmes en main. Dans l'aviculture, nous sommes bien organisés et la preuve est que tout dernièrement, nos frères sont allés au Maroc, ils ont suivi la formation et le Maroc a pris l'engagement de soutenir l'élevage avicole en Guinée. J'encourage tous ceux qui sont venus ici d'accepter le rôle de la formation, ce qu'on nous a dit ici. Parce que nous sommes venus découvrir des choses qu'on ne savait pas. On a tiré beaucoup d'idées ici. Considéré comme la deuxième activité du monde rural après l'agriculture, l'élevage est pratiqué par plus de 300 000 familles. Une activité qui procure des revenus à plus de 30% de la population rurale. En Côte d'Ivoire, poursuite des travaux de la 13e édition du Congrès international de l'Union des jeunesses de l'Alliance chrétienne d'Afrique. Plusieurs activités d'intérêt public sont menées au cours de la rencontre. Cette année, l'accent est mis sur l'immigration clandestine. Valérie Tali-Mané, Pierre Massaduno, depuis le pays de la Lagune ébriée. L'Afrique perd progressivement ses bras valides à travers le départ massif des jeunes pour l'Occident. Avec des raisons parfois multiples, le phénomène de l'immigration clandestine touche le quart de la jeunesse du continent. Les statistiques publiées par l'OIM en 2016 font état de 7 495 victimes avec 40,5% de décès enregistrés. Pour freiner cette saignée démographique, l'Église, à travers ce congrès de l'Union des jeunes de l'Alliance chrétienne d'Afrique, compte contribuer à la conscientisation de la jeunesse dont les responsabilités sont parfois partagées. Nous pensons que la première responsabilité vient donc de nos politiques. Et la deuxième cause, en réalité, c'est souvent la pression familiale. Les familles mettent la pression sur les jeunes parce qu'ils ne comptent que sur eux pour les prendre en charge. Or, les jeunes, ils n'ont pas ces moyens, ils n'ont pas ces possibilités. Ils sont donc obligés, par respect pour la famille, d'aller chercher les solutions ailleurs. J'ai l'impression que beaucoup de personnes se donnent à la mort gratuite. Amasser une somme d'argent, genre 1 million, 2 millions, pour aller se faire tuer quelque part. Je préfère utiliser cette somme, mais créer une entreprise, une petite entreprise. La mondialisation, les guerres ou encore le chômage seraient à l'origine de l'immigration. Une aventure incertaine à la conquête de l'Eldorado au péril de la vie. Édifié par le thème de cette conférence qui a porté sur les conséquences de l'immigration clandestine, nombreux sont les participants qui estiment que la réussite est aussi possible chez soi, à travers le travail. Et nous remarquons que la plupart des jeunes africains n'aiment pas travailler. Ils aiment gagner les trucs facilement. Ils se disent qu'arriver en Europe, tout est facile. Et pourtant, on peut tout gagner en Afrique.
il suffit de se battre. Le blanc s'est battu pour avoir du meilleur chez lui. Et le noir peut se battre aussi, avoir du meilleur, que de partir se tuer dans les déserts, dans l'eau, à travers des bateaux pour juste traverser la Méditerranée. L'Afrique subsaharienne à elle seule représente près de 15% du flux des migrants entrés en Europe en 2015, soit le flux migratoire le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Un constat qui attise l'engagement des congressistes à la sensibilisation des jeunes, acteurs de développement du continent. En bref et en image, l'humanité a célébré les 178 ans de la photographie. En Guinée, l'événement est organisé par l'ONASIG en collaboration avec le Commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, sous le thème « Environnement, paix et développement ». Dans le pays profond, à Mali-Mbéré, les tisserands forment un corps socio-professionnel impliqué dans le développement de la préfecture. Leur travail est d'une grande utilité dans la valorisation du savoir-faire local et dans la préservation de nos cultures sur le plan vestimentaire. Voyons le combat de ces braves gens pour le développement de leur métier avec Erno Ousmane Diallo. À Mali, dans ce centre d'appui dédié à l'apprentissage des métiers, les tisserands occupent une place de choix. Aimés de tous pour l'attachement à leur travail, ce sont eux en effet les gardiens de ce savoir-faire traditionnel qui aboutit à la production du lépi, une identité culturelle de la Guinée. J'aime ce travail et il plaît à la famille, parce que c'est grâce à ça que nous vivons. Je demande aux jeunes de ne pas délaisser ce métier, de l'apprendre pour subvenir à leurs besoins. Pour ma part, j'oblige mes enfants à l'apprendre avant d'aller à l'université. Tout au long de la journée, des dizaines de mètres de fil, souvent de couleurs différentes, sont ainsi assemblés avec art et rapidité. Les morceaux de tissu obtenus sont ensuite remis au couturier à l'autre angle du centre. Un couturier, pas comme les autres, son travail est déterminant pour les teinturières et dans l'esthétique du lépi. Nous plions les tissus comme il se doit, puis on les coud. Après cela, les teinturières viennent prendre pour accomplir leur part avant de découdre pour enfin présenter un joli pain lépi. Savoir-faire ancestral, le métier de tisserand attire de moins en moins les jeunes, même dans les zones reculées où il était autrefois prisé. L'exode rural et la modernité sont passés par là. À Mali, ceux qui le pratiquent encore plaident pour un soutien réel afin de valoriser les tenues dérivées de leur production et relancer ainsi leur activité. De la culture à présent pour vous distraire avec le lancement à Farana de la 12e édition du Festival international de musique traditionnelle et de contes. Le temps de ce rendez-vous culturel a été donné par un carnaval géant à travers les quartiers de Farana. Les échos avec nos envoyés spéciaux dans le Sankara, Lansana Kamara, Fodé Niagasola Keita et Abdul Karim Kamara. Un carnaval du feu mitraque pas comme les autres à Sankara. Pour annoncer les couleurs de la 12e édition, les artistes invités ont pris d'assaut les 12 quartiers de Farana. Les jeunes sont séduits par la démonstration. Une jeunesse dont l'inquiétude porte sur l'abandon des valeurs culturelles que l'Afrique a toujours incarnées. Elle pointe un doigt accusateur, la démission parentale. La manière des danseurs, des gens qui font des spectacles, ça me plaît beaucoup, oui. Ce sont des voyages spéciaux. Quand je vois que les gens aiment beaucoup les gens de la danse des autres continents, c'est-à-dire c'est le déracinement. Les parents n'encouragent pas les enfants à faire leurs coutumes d'avant. C'est ce qui fait que les enfants aussi, ils aiment la tradition des autres continents. Pour l'APC, l'Agence pour la promotion de la culture, le problème culturel est à la croisée des chemins en Afrique. Cette année, le thème du festival de Farana est reconnaissance et problèmes culturels.
Nous voulons maintenant relancer cette culture à partir de la base, c'est-à-dire la culture traditionnelle. C'est les raisons qui nous ont poussés à dire qu'il faut faire la renaissance et les problèmes pour remettre cette relance-là en place. Ça va nous permettre d'aller encore en profondeur, aller faire des recherches culturelles à travers tout le pays, maintenant pour essayer de remonter ça à la surface. L'attraction de cette 12e édition du FEMITRAC est le groupe Kayana de Farana. Porter un garçon dans le hamac est un symbole révélateur de la tradition yalonké. C'est une phase de son initiation à la maturité avant d'affronter l'épreuve de la circoncision. De belles images du pays profond. Sport en bref et en images, l'Afrobasket Senior Dames regroupe à Bamako les 12 meilleures sélections féminines de l'Afrique. L'équipe guinéenne se retrouve dans la poule B avec le Sénégal, le Mozambique, le Nigeria et l'Égypte. Le Sili s'est incliné déjà face au Sénégal et l'Égypte. Et pour se qualifier en quart de finale, le tricolore guinéen doit impérativement gagner ses prochaines rencontres. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux, Mami Ebelamo, Daoudaba et Oumar Touré. À Conakry, découverte ce matin de 3 corps au port de pêche de Boulbinet. Selon les premiers témoins, ils font partie des disparus de l'inondation qui endeuille actuellement la Sierra Leone voisine. Conakry s'apprête à recueillir de nombreux autres corps et la Croix-Rouge renforce son dispositif sanitaire. Kamara Boubacar commente les images de Sankumba Doukouri. Au port artisanal de Boulbinet, la Croix-Rouge accroît sa présence. Depuis 3 jours, des corps non identifiés sont charriés dans les eaux. Ces découvertes macabres sont faites par des pêcheurs, des dépouilles flottantes repoussées par des vagues. Avant-hier, on était là vers le soir, vers les 17h. Nous avons vu un corps qui venait avec les pêcheurs qui étaient partis pêcher. Ils ont venu avec un corps, c'était une femme. Les autorités du port, c'est-à-dire le CDD, également l'administration du port, ils ont essayé d'appeler l'autorité compétente qui sont venus prendre le corps de la femme en question. C'était avant-hier. Également ce matin aussi, ce matin à 9h, également nous avons aussi vu un corps, toujours encore une femme. Le constat par rapport au corps qu'on vient d'enterrer, c'est des corps non identifiés par suite de catastrophes qui se produisent dans Sierra Leone. Donc c'est à travers le sexe et l'axe approximatif qu'on peut déterminer. Ils n'ont aucune pièce d'identificatif qui peut déterminer leur nom ou leur provenance. Le système de surveillance sanitaire se renforce le long des côtes de l'Atlantique. Selon les responsables locaux du port de Boulbinet, une vingtaine de dépouilles flottantes sont attendues ici. Nous avons été informés qu'il y a de nombreux corps à mer. Nos contacts chargés de la Sierra Leone l'ont confirmé. L'ambassade est au courant. Il y a 5 jours maintenant, les vents qui viennent, ils viennent sur l'Est et descendent sur le Nord. Donc tous les vents qui viennent à Sierra Leone, ils viennent avec les cordes. Donc c'est à partir de là-bas que je connais que maintenant que tous les corps à la mer, c'est les corps disparus de la Sierra Leone. Les 3 premiers corps retrouvés à Boulbinet ont été inhumés dans ce cimetière en présence des représentants de l'ambassade de la Sierra Leone et de la Croix-Rouge locale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Amis parieurs, encore bonjour. Nous sommes sur notre énième remise sur la cagnotte tant votée de plus de 584 millions étant fait tomber ce mercredi. Cette cagnotte a permis à 9 de nos parieurs de rentrer dans le prestigieux club des millionnaires avec une rondelette somme de plus de 90 millions de nos francs guinéens. Ils étaient 9 ce mercredi à empocher cette somme, comme pour dire que pour changer votre vie, il faut venir jouer au tiercé, au multi, au quarté et au quinté qui a permis à ces 9